êtes David Murciano et vous êtes coordinateur prévention santé parentalité au sein du service jeunesse et prévention, donc à la ville de Mouansartou, située dans le département des Alpes-Maritimes, bien connu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais comme nous accueillons des personnes de l'ensemble du territoire, je vous situe. Alors, vous coordonnez la mise en œuvre du programme PSFP, dont les fondements théoriques nous ont été présentés ce matin par le docteur Corinne Ruerig. Et vous les coordonnez au sein de votre commune. Du coup, ce programme était initialement mis en œuvre auprès des parents d'enfants de 6 à 11 ans. Et vous expérimentez, je crois, depuis 2 ans maintenant, la mise en œuvre auprès des 3 à 6 ans. Du coup, on vous laisse la parole aujourd'hui pour nous présenter la façon dont vous coordonnez ça au niveau de la ville, puisque la ville est un partenaire indispensable pour la mise en œuvre de ce programme. Très bien. Alors, du coup, merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir intervenir dans ce colloque. On est toujours ravi de pouvoir échanger sur nos pratiques et puis diffuser au maximum de personnes ce qu'on fait au quotidien, le travail qu'on produit en direction des familles. Donc, merci pour cette opportunité. En introduction, je vais commencer par vous dire que mon objectif aujourd'hui sera peut-être moins de vous présenter des choses qui sont de l'ordre de la théorie ou de la science, comme vous en avez pu l'entendre ce matin, parce que les autres intervenants étaient bien plus qualifiés que moi pour ça, mais il m'a semblé intéressant de parler avec vous plutôt de pratique et puis de comment on part de ces théories scientifiques et puis de toutes ces nouvelles découvertes qu'on peut avoir en termes de neurosciences, de développement des enfants, etc. Comment on va pouvoir les transmettre aux familles, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire aussi au sein de la famille, dans la relation que vont avoir les parents avec les enfants, etc. Et je trouvais plus intéressant peut-être de me pencher sur les aspects pratiques. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, ok, donc juste un petit peu de contexte. Donc c'est vrai que la commune de Mouansartou, c'est une commune qui est donc située entre les villes de Cannes et Grasse dans le département des Alpes-Maritimes. On est une assez petite commune, environ 10 000 habitants, ce qui est un avantage parce qu'une proximité parfois plus grande avec le public, mais aussi un inconvénient parce qu'évidemment, on n'a pas un nombre de familles potentielles très grand et donc il faut convaincre beaucoup de personnes pour participer au programme. Donc, voilà, le programme sur la commune des SFP est implanté depuis 2014 de manière régulière. Alors moi, j'ai en charge la coordination de ce programme depuis 2016. Et donc depuis 2016, on propose 2 sessions par an. Donc initialement des sessions prévues pour des familles ayant des enfants âgés de 6 à 11 ans, puisque c'est initialement le public ciblé par le programme. Donc 2 sessions par an depuis 2016, ça représente un peu plus d'une centaine de familles qui ont participé à cette formation. Alors on dit former, mais plutôt sensibiliser, peut-être le mot serait plus juste. Et donc en effet, depuis 2018, donc on a pu participer à l'expérimentation et aussi à l'adaptation. Ça c'est très important, j'y reviendrai aussi quand on parlera de comment implanter ces programmes et comment faire le lien entre justement les aspects théoriques et puis la mise en pratique. Mais on a pu participer à l'adaptation du programme 6-11 ans pour un public plus jeune, donc le public 3-6 ans. D'ailleurs, peut-être que plutôt que de parler de tranche d'âge, on pourrait aussi imaginer une séparation entre les enfants qui vont être scolarisés en maternelle et puis les enfants qui vont être scolarisés en primaire. Peut-être ça peut être aussi plus clair. Cette expérimentation, elle a été l'objet d'un protocole très complet. Elle a fait l'objet d'analyses et des résultats sont disponibles. Vous pouvez vous rapprocher du CODES pour en prendre connaissance. Mais du coup, au cours de cette expérimentation, on a mis en place 2 éditions complètes du programme, avec la participation à chaque fois entre 10 et 12 familles, avec des résultats vraiment très positifs qui nous ont vraiment donné l'envie de pérenniser et de diffuser ce programme au maximum. Du coup, l'expérimentation est terminée, mais la commune a fait le choix de proposer chaque année
un programme à destination des plus jeunes et puis maintenir évidemment le programme destiné aux 6-11 ans. Alors la mise en œuvre du programme, c'est là où je pense que les choses importantes se jouent vraiment. Tout d'abord, il y a le partenariat entre la commune qui, dans notre cas, porte intégralement le projet. C'est un projet qui est animé par du personnel communal. Et puis évidemment, le CODES 06, mais pour les communes qui ne sont pas dans le 06, ce sont les autres développeurs locaux que vous pouvez trouver, comme le CODES 84 qui s'est manifesté tout à l'heure, le 04 également. Je ne pourrais pas citer ceux qui sont hors PACA, mais voilà, vous trouverez probablement, si le programme est implanté dans votre région, un développeur qui va vous accompagner et vous aider, et ça, c'est très important. C'est aussi très gratifiant pour les gens qui travaillent sur le terrain de pouvoir vraiment prendre part à la conception du programme et de voir que cette notion d'aller-retour qu'a évoqué Corinne tout à l'heure entre les théories et la pratique trouve sa réalité dans la mise en place du programme. Voilà, on s'appuie sur les théories pour mettre en place les choses, mais le retour de l'expérience, le retour de pratique est vraiment pris en compte. Et c'est aussi pour ça que ce programme est très adapté aux demandes des parents, parce que justement, il essaye d'y répondre au maximum. Je passe en fait tout de suite au point sur les spécificités de PSFP, parce que Corinne les a déjà évoquées et je ne voudrais pas être trop redondant. Donc très rapidement, la spécificité, c'est que ce programme ne s'adresse pas qu'aux parents ou qu'aux enfants, mais bien à l'ensemble de la famille. Et du coup, on a une dynamique très intéressante qui se met en place, comme l'a expliqué Corinne, parce que tout le monde travaille, entre guillemets, de manière conjointe, et du coup, les enfants découvrent des choses, voient que les parents sont aussi en train de travailler à transformer leur comportement, etc. Et du coup, c'est cette synergie familiale qui fait que le programme donne des résultats aussi très rapides et visibles assez rapidement aussi, donc c'est vraiment très intéressant. Sur la communication, le recrutement des familles, ça va me permettre de pouvoir faire un petit justement clin d'œil à ce qui a pu être dit ce matin, notamment par Corinne, mais aussi par le docteur Lecomte, et peut-être essayer de répondre aux questions que j'ai vues apparaître à l'issue de leurs interventions. L'idée, c'est qu'en fait, on va présenter un programme à destination de toutes les familles, parce que nous partons du principe que chaque parent, dans son parcours de parent, va à un moment ou à un autre pouvoir rencontrer des difficultés, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, plus ou moins pérennes, mais que du coup, les outils qu'on a à proposer au travers du programme s'adressent vraiment à tout le monde. Et donc, du coup, ça facilite finalement la question des familles qui ne seraient pas dans la demande, etc. Parce que nous, on met en place une communication qui cherche à toucher l'ensemble des parents de la commune. Et donc, du coup, ça permet, si vous voulez, de pouvoir être présent, visible pour les familles qui éventuellement n'avaient pas identifié qu'elles en avaient besoin, etc. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir communiquer au plus grand nombre. C'est aussi la richesse de ce programme, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'à des familles qui seraient en difficulté, mais bien à l'ensemble des familles, et du coup, elles se nourrissent les unes les autres des échanges, des expériences qu'elles peuvent avoir. Elles se rendent compte qu'elles ont, oui, des différences, mais aussi des difficultés communes, et du coup, c'est très intéressant. L'essentiel du travail effectué au sein du programme SFP se joue aussi avec l'implication des parents. En ce qui concerne la posture d'animation, eh bien, je vous renvoie vraiment à ce qu'a pu dire Corinne Roerig, mais aussi à ce qu'a pu exposer Monsieur Lecomte sur les attitudes facilitatrices de la résilience, parce que finalement, on est vraiment dans cette façon de se positionner vis-à-vis des familles. C'est très important. Corinne l'a dit, on ne se présente pas comme des experts de l'éducation. On n'est pas là pour expliquer comment être un bon ou un mauvais parent. On serait bien normal de pouvoir répondre à cette question-là. Le positionnement, il est vraiment que nous, on a des outils qu'on utilise dans notre pratique professionnelle, mais pas que, dont on a pu expérimenter l'efficacité et qu'on souhaite mettre à leur disposition. Après, c'est aux familles d'adapter ces outils à leur fonctionnement, à leurs envies. Peut-être que certains leur conviendront, peut-être que d'autres non, peut-être qu'ils peuvent aussi apporter des choses
qui sont pas dans le programme, mais qui fonctionnent. Et voilà, la posture d'animation, elle est vraiment... l'idée, c'est d'accueillir les gens, de ne pas juger et d'être, encore une fois, Monsieur Lecomte l'a dit tout à l'heure, dans une attitude qui soit très modeste. Hein. On ne réfléchit pas en termes de bien ou de mal, de bon comportement, de mauvais comportement, mais plutôt en termes de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, on est aussi dans le questionnement des qu'est-ce que ça produit comme effet positif ou négatif, et est-ce qu'il y a d'autres solutions pour faire différemment. Ou, voilà. On est vraiment dans cette idée-là qu'on n'est pas des sachants, simplement on a à notre disposition des outils qui ont été utilisés, vérifiés, expérimentés, qui fonctionnent et qu'on peut mettre à disposition du plus grand nombre. Évidemment, je ne reviens pas sur... en fait, ce que j'ai noté de très intéressant aussi ce matin, sur lequel j'aurais voulu peut-être pouvoir appuyer un petit peu, c'est aussi le fait qu'on ne se positionne pas comme étant des tuteurs de résilience. En fait, en tant qu'animateur de ce programme, on ne se pose évidemment pas la question en ces termes, est-ce que je suis un tuteur de résilience, etc. Non, on essaye de mettre en place la musique, le cadre propice à ce que les gens puissent s'appuyer sur nous et faire de nous des tuteurs de résilience. Mais voilà, j'ai bien noté ce matin dans l'intervention de Monsieur Lecomte, et je trouvais ça intéressant que on ne décidait pas d'être ces tuteurs de résilience, mais c'était bien les familles qui allaient choisir qu'on puisse l'être ou pas pour elles. Mais en tout cas, c'est très intéressant à entendre. Ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que finalement, en termes de recrutement et aussi en termes de posture, quand on va vendre le programme, c'est que le programme SFP, c'est un programme qui est long. Corinne l'a expliqué, entre 12 ou 14 séances selon la tranche d'âge, et donc un accompagnement qui est long et qui doit aussi... on doit aussi prendre en compte le fait qu'on arrive à un certain moment dans la vie des familles et qu'il faut qu'on rencontre une certaine forme et de disponibilité matérielle, évidemment, qu'elle puisse être disponible de manière hebdomadaire, ce qui n'est pas toujours évident, mais aussi ça demande d'être disponible psychiquement, je vais dire, parce qu'on va beaucoup travailler d'abord sur eux, sur leur façon de se comporter, questionner leur représentation de la parentalité. On va essayer aussi de leur donner des idées pour fonctionner différemment, mais justement, ce travail de transformation, c'est eux qui vont le faire. Et du coup, ça demande aussi aux familles un effort et une disponibilité qui n'est pas toujours évidente à avoir. Et donc, il faut aussi être très modeste lorsqu'on se rend compte qu'une famille a, pour nous professionnels, tous les symptômes d'une famille en difficulté, mais qu'on a un sentiment qu'elle ne veut pas s'investir dans des programmes ou dans des actions qui pourraient les aider. C'est aussi que parfois, elles n'ont pas la disponibilité de pouvoir le faire, et c'est à nous de mettre en place ces choses-là. Donc une autre spécificité du programme, c'est qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que les familles puissent venir participer. Donc il y a une garderie qui est proposée pour les enfants qui ne sont pas dans la tranche d'âge. Évidemment, c'est gratuit. On propose un goûter d'accueil pour que les enfants aient quelque chose dans le ventre s'ils sortent directement de l'école, lorsqu'ils se rendent sur le lieu des séances, etc. Donc, je vais passer tout de suite d'ailleurs à la description un peu plus concrète de comment fonctionne une séance du programme. Donc, pour l'exemple du programme 3-6 ans, Corinne vous l'a dit ce matin, 12 sessions hebdomadaires. Donc, chez nous, c'est habituellement le vendredi soir, entre 17h et 19h. Donc, chez les 3-6 ans, vous le voyez, les séances commencent par un accueil et un goûter. Donc, proposé évidemment gratuitement aux familles. Encore une fois, l'idée, c'est de permettre d'abord aux familles de se rencontrer, d'échanger ensemble, un petit moment convivial avant que la séance commence, et puis aussi permettre aux enfants d'avoir un petit sas pour ne pas sortir de l'école ou de la garderie et puis se retrouver directement en session. Ensuite, la séance est séparée en deux temps. Une première heure où les parents et les enfants vont être séparés en deux groupes, chacun animé par 2 animateurs. Une autre spécificité chez nous, c'est que le groupe enfant est animé par 3 animateurs. Alors, je sais que pour ceux qui sont habitués aux chiffres d'encadrement, de jeunesse, des accueils de loisirs, etc., c'est 3 animateurs pour 14 enfants.
c'est vraiment très confortable, mais le programme et la qualité de l'animation du programme demandent qu'on puisse donner ces moyens aux animateurs du groupe enfant, d'avoir des temps individualisés avec les enfants, de pouvoir se détacher du groupe. Et donc, plus ils vont être nombreux, mieux c'est. Nous, on a décidé avec l'expérience de fonctionner à 3, parce que ça nous semblait être vraiment l'idéal, mais 2, c'est un minimum. Et donc, pendant cette première heure, ces 2 groupes vont travailler chacun sur leurs compétences. Alors, les enfants vont développer les compétences psychosociales. Elles sont listées ici, j'y reviens pas forcément, je vous laisse le loisir de le lire. Et chez les parents, on va s'appuyer sur leurs compétences et à développer les compétences qu'ils ont déjà. C'est très important, hein. Nous, on s'appuie beaucoup sur les compétences qu'ont déjà les parents, parce qu'ils en ont tous, et du coup, on les aide à s'appuyer dessus. C'est aussi participer à développer leur confiance en eux, parce que voilà, l'estime de soi et la confiance des enfants, c'est important, mais la confiance aussi des parents dans leur façon d'éduquer, elle est importante également. Et ensuite, donc, après ce travail en groupe séparé, on va se retrouver pour une demi-heure seulement. Pour le programme 6-11, c'est une deuxième heure. C'est un peu plus long, mais là, c'est vrai que pour des enfants si jeunes, c'est déjà difficile d'être attentif pendant 1 heure et demie. Donc, ce sera le groupe famille. Et là, une place très forte est donnée à l'expérimentation. On va essayer de mettre en place, dans un cadre sécurisé, les outils qu'on a pu évoquer dans les groupes séparés. L'idée, c'est de pouvoir mettre en confiance les parents et leur faire voir que c'est possible de faire les choses et que c'est facile. Et donc là, ils bénéficient des conseils et de l'accompagnement des animateurs qui parfois leur montrent l'exemple, parfois jouent un jeu de rôle avec les enfants, etc. Alors, les compétences développées pour les parents dans le programme 3.6, je les ai listées rapidement. L'idée, c'est que je vais vous présenter un peu globalement le programme, et après, pour répondre un peu à cet objectif d'être le plus pratique possible, j'essaierai de vous détailler un petit peu plus la question de l'attention positive en particulier. Du coup, la première compétence justement qu'on va chercher à développer, c'est celle de l'attention positive. Ensuite, on va les entraîner ou les habituer à essayer d'adapter leurs attentes aux capacités et aux besoins des enfants. On va travailler sur la question des émotions, comment les identifier, comment les gérer, comment accompagner les émotions des enfants. Ça, c'est une grosse partie du travail du programme 3-6 ans. Ensuite, on va avoir tout un bloc sur la façon de communiquer, donc comment formuler des encouragements, comment valoriser, comment donner des consignes de manière efficace, comment dire non, se faire obéir sans crier, etc. Et ensuite, on va travailler sur ce qu'on va nous préférer appeler la discipline progressive, qui est en fait évidemment basée sur les principes de la discipline positive que vous connaissez tous, mais j'aime bien cette notion de progressivité. Elle est intéressante parce qu'en effet, ce qu'on travaille beaucoup avec les parents, et c'est le pourquoi du 12 séances et pourquoi on livre ces choses au fur et à mesure, c'est que si on reprenait la métaphore de la maison, on commence d'abord par poser des fondations, ce qui vont être le cadre que vont poser les parents en donnant de l'attention positive, en faisant attention à leur façon de communiquer, etc. Et ensuite, sur ce socle solide, on va pouvoir pratiquer de la discipline, poser du cadre, parfois des sanctions, etc. Les outils d'animation, on ne réinvente pas grand-chose, on utilise le plus de variétés possible, mais bon, il y a de l'apport de connaissances, évidemment. On va beaucoup fonctionner sur les échanges, sur le partage d'expériences. Donc les familles sont invitées au maximum à échanger. Parfois des exercices, parfois en groupe, sur des réflexions, sur des sujets, etc. Du support vidéo, on a un DVD qui est mis à disposition par le CODES. Et puis, on utilise parfois des vidéos prises sur Internet, etc. Des mises en situation, beaucoup de jeux de rôle, et puis de l'expérimentation au maximum, hein. L'idée, c'est que vraiment, les parents profitent du temps de la session du vendredi soir pour expérimenter, pour pouvoir ensuite mettre en place à la maison voilà. Ensuite, donc, vous voyez, mise en pratique à domicile, les parents ont des devoirs, entre guillemets, à faire à la maison, des outils à
à expérimenter la plupart du temps. Et puis, une partie très importante du programme qui est souvent oubliée, les appels téléphoniques. Voilà, chaque famille bénéficie d'un temps individuel d'appels téléphoniques pour qu'elle puisse échanger sur les sujets qu'elle n'aurait pas souhaité évoquer devant le groupe, pour qu'on puisse revenir sur des choses qui auraient été mal comprises ou pourquoi pas rattraper parfois une absence ou un retard, etc. Et c'est un point très important de l'accompagnement dont bénéficient les familles pendant finalement les 3 mois que dure le programme, puisqu'on coupe pendant les vacances scolaires. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui vient appuyer tout ce qu'on peut mettre en place au cours des sessions. Pour ce qui est des séances enfants, je ne vous ai pas listé les compétences travaillées, mais en gros, on est sur les compétences psychosociales, avec quand même, sur le programme 3.6, un focus un peu plus fort sur la question des émotions, hein, et sur la question de la gestion de la frustration, etc. On va travailler aussi à la résolution de problèmes, on va travailler à la façon dont on peut communiquer avec les adultes, etc. Mais ce qui est très important, surtout dans la séance enfant, plus que le contenu, c'est la forme qu'on va lui donner. Parce qu'évidemment, si on arrive à fidéliser les familles, c'est aussi parce que les enfants prennent du plaisir à participer aux sessions et donc souhaitent revenir. Hein. Si les enfants ne voulaient pas revenir à la séance suivante, les familles arrêteraient très rapidement. Je pense que c'est quelque chose de central, hein, pour arriver à fidéliser. Et donc, du coup, l'ambiance doit être très décontractée, hein, et c'est vraiment aussi, pour en revenir au positionnement des animateurs, je suis, moi, ravi de l'équipe avec laquelle je travaille, parce que justement, on est dans une ambiance bienveillante, accueillante, où on rigole, on a beaucoup de sourires, les enfants prennent du plaisir à venir, et ça, c'est très important. Alors évidemment, avec eux, c'est beaucoup d'oral, beaucoup de jeux, on va mimer des choses, on va raconter des histoires. Ils ont la possibilité de participer, ils sont même parfois sollicités pour le faire, mais comme pour les parents d'ailleurs, la participation reste volontaire. Hein. J'ai encore une fois, je reviens à ce qu'on a pu entendre ce matin, il faut accepter la possibilité que le public qu'on a en face de nous n'ait pas envie de nous livrer des choses, n'ait pas envie d'échanger sur certains points, de répondre à certaines questions. Et il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Pour le dire encore plus simplement, une famille pourrait décider d'assister à toutes les séances sans jamais prendre la parole, et ça m'irait très bien. L'important, c'est qu'elle vienne y trouver ce qu'elle a à trouver. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire aussi, hein, répondre au maximum à ce qu'est le besoin réel des parents sans l'avoir fantasmé avant. La participation, donc, elle est sollicitée mais volontaire. Ça, c'est très important. Les enfants, ils peuvent bouger, ils peuvent être affalés, ils peuvent monter n'importe comment sur leur chaise, évidemment à condition de ne pas prendre de risques. On fait attention à ce qu'ils se fassent pas mal, mais ils peuvent aussi, pourquoi pas, être fatigués et avoir envie de faire une sieste. Ils peuvent s'isoler avec un petit livre, etc., pourvu qu'ils soient sinon dans l'écoute, au moins dans une attitude qui n'est pas dérangeante pour le groupe. En fait, on est vraiment dans le respect du rythme des enfants lorsqu'on travaille avec des 3-6 ans, parce que voilà, il faut accepter aussi qu'on arrive en fin de semaine, en fin de journée, et que pour eux, c'est parfois difficile de tenir sur la longueur. Donc voilà, on essaye de leur réserver le plus de possibilités possibles de se sentir bien. Et évidemment, les encouragements et la valorisation sont la règle, puisque ce sont deux outils très importants de l'attention positive, et on essaye de mettre ça en place, nous, évidemment, dans le cadre de nos séances. Mais comme ça a été déjà dit ce matin, et c'est une évidence, hein, il y a évidemment un cadre, évidemment des règles à respecter, et l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas, ne sont pas contradictoires. J'essaye d'aller vite. Hein. Donc le fonctionnement du programme, en fait, si je devais le résumer de manière très simple, et c'est aussi une des façons que j'ai de le présenter aux familles, parce que ça me semble relativement éclairant. En fait, on va partir du principe, enfin, on va partir des besoins des enfants. L'idée, c'est de permettre aux parents d'identifier que leurs enfants ont des besoins.
Alors il y a des besoins évidents comme manger, boire, etc. Mais il y en a d'autres qui sont parfois un peu moins pris en compte. Et notamment, par exemple, pour le sujet du jour, le besoin de recevoir de l'attention positive est un besoin primordial des enfants qui est parfois pas forcément suffisamment pris en compte. Et du coup, l'idée, c'est qu'en partant d'un besoin, on va définir une attitude, un comportement, un positionnement que doit avoir l'adulte ou le parent pour répondre au mieux à ce besoin et proposer les outils pour aider à obtenir cette attitude et donc à remplir ce besoin. Pour vous donner l'exemple de cette démarche avec l'attention positive, ben voilà, le besoin qu'on identifie, c'est celui de recevoir de l'attention positive. On peut parfois identifier des comportements on va dire symptomatique, même si j'aime pas trop utiliser des termes à connotation médicale. Hein. On n'est pas du tout ni psychologue, ni dans le cadre d'une thérapie de groupe. On est vraiment dans le cadre d'un programme éducatif qui donne des pistes d'éducation et pas forcément autre chose. Et donc, du coup, on va peut-être avoir des enfants qui vont être dans la recherche d'attention négative parce que faute d'attention, eh ben, peut-être que l'attention négative, c'est mieux que rien. Et du coup, on va comprendre avec les parents comment on va pouvoir essayer de mettre en place une attitude, une réponse à ces comportements, à ces recherches d'attention négative pour répondre aux besoins. Et donc, du coup, on va chercher à donner de l'attention positive et pourquoi pas à ignorer les comportements négatifs mineurs et sans danger, évidemment. Et donc, les outils qu'on pourrait proposer dans le cadre du programme, le jeu de l'enfant, la formulation positive, on en a parlé ce matin, évidemment, les encouragements, la valorisation, le renforcement positif, tout ça. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit exemple de comment on va pouvoir fonctionner. Ah, ça se chevauche un petit peu. Donc avec l'attention positive, voilà, la démarche pédagogique, lorsqu'on va avoir identifié le besoin, l'attitude et proposer les outils, elle va être de commencer par travailler avec les parents sur leur représentation. Qu'est-ce que c'est qu'être un parent? C'est quoi l'autorité? Qu'est-ce que ça veut dire poser du cadre, etc. Pour vous donner un exemple, nous, on utilise un photorama où on leur propose de nous désigner les photos qui représentent le mieux pour eux ce qu'est le rôle de parent. Et puis, du coup, ça nous permet de créer le débat sur qu'est-ce qui est de l'ordre de l'héritage social, qu'est-ce qui est de l'ordre de la reproduction de ce que j'ai reçu moi comme éducation, etc. On va aussi, et donc du coup, pour tout ça, pour leur faire comprendre qu'on est aussi habitués, nous, dans notre éducation et dans la façon dont on va éduquer les enfants, à se focaliser sur les choses négatives, sur les interdits, sur ce qu'ils font de mal, sur les problématiques. C'est la même chose dans le cadre professionnel. On vous parlera plus souvent des dossiers en retard que des dossiers que vous avez rendus à temps. Voilà, on est focalisé dans les médias, etc., sur les choses négatives et du coup, on a tendance à reproduire la même chose avec nos enfants et ne voir que les débordements, les fois où ils ne nous obéissent pas, etc., en oubliant un petit peu le positif qu'ils peuvent faire tous les jours. Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'il faut commencer à faire avec les familles. Ensuite, on va leur proposer de travailler alors avec une petite vidéo, je pourrais vous mettre le lien si ça vous intéresse, qui est un outil que peut-être vous connaissez, sur la notion d'attention sélective. Voilà, on va essayer de faire comprendre comment fonctionne notre attention et que si on se focalise sur les choses négatives, on finit par ne voir plus que ça. Et du coup, il est intéressant d'essayer de travailler à se focaliser un peu plus sur le positif, parce que sinon, on ne le voit plus du tout. Et c'est un effort à faire. Ensuite, on va tâcher d'essayer de les convaincre des effets positifs de l'attention positive. Et là, du coup, on va faire référence à toutes les théories dont on a pu faire la présentation ce matin. Donc, il est aussi important pour les animateurs d'être équipés, d'être informés, de prendre le temps aussi de s'armer pour pouvoir parler de tout ça de manière intéressante aux parents. Et puis, on va finir par la présentation des outils concrets. Parce que c'est quelque chose que je dis toujours, mais qui est vraiment très important et parfois un peu oublié, à mon sens, par les professionnels. Mais les parents, les familles ont vraiment besoin de repartir avec des choses concrètes qu'ils peuvent expérimenter tout de suite en rentrant à la maison, des outils qu'on peut mettre en place, etc. On a parfois des familles qui sont très informées, qui ont lu beaucoup d'articles, beaucoup de livres, etc. Mais c'est le manque d'outils pratiques et puis le manque d'accompagnement aussi dans la mise en œuvre qui parfois va être un frein
à l'évolution, et c'est vraiment important d'être dans, voilà, dans comment concrètement vous allez vous positionner là en rentrant, qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite cette semaine, et puis on en discute, et puis on voit ce que ça a donné, etc. Ça, c'est vraiment important. Et en termes d'attention positive, les outils dont on va travailler au maximum sur les 3-6 ans, ça va être le développement de l'estime de soi, donc avec beaucoup de travail sur la valorisation, les encouragements, le renforcement positif. Donc on va essayer de systématiquement renforcer le positif en essayant, quand c'est possible, d'ignorer un petit peu les comportements négatifs. C'est pourquoi on les laisse se rouler par terre, etc. Si c'est un besoin à ce moment-là, c'est pas forcément problématique. On va plutôt se concentrer sur les enfants qui sont à l'écoute. Et puis surtout, on va travailler sur la gestion des émotions. C'est vraiment quasiment le premier tiers du programme pour les enfants. La gestion entière juste pour ça, etc. Donc voilà. On leur propose des outils tels que la météo des émotions, tels que la façon dont on peut exprimer, etc. J'essaye d'aller vite, j'ai pas trop la notion du temps. Les résultats attendus, parce que évidemment, nous, dans une démarche très pratique, on a des objectifs qu'on essaye de remplir chaque semaine à l'issue de chaque séance, même si évidemment on reste à l'écoute du rythme des familles qui est à chaque fois différent. Et elles n'intègrent pas ou n'expérimentent pas ou ne mettent pas en place tout au même rythme. Mais l'idée, c'est que les résultats de tout ça, c'est la diminution des tensions, l'amélioration dans l'ambiance de la famille. Ça, c'est des choses qui peuvent aller assez vite. La diminution du stress et des conflits aussi. On voit l'amélioration des comportements des enfants, avec parfois la disparition de certains comportements inappropriés. L'augmentation de la confiance et de l'estime de soi des enfants, et surtout, initialement, le programme de PSFP, Corinne vous l'a dit, c'est un programme de prévention des conduites à risque. Et à notre sens, le développement des compétences psychosociales, de la confiance en eux et de l'estime de soi des enfants reste le facteur numéro 1 de protection plus tard des conduites à risque, voire des conduites addictives, etc. Alors pour aller un peu plus loin et pour vous faire part aussi de quelque chose qui est très frais pour nous parce qu'on est actuellement en train d'expérimenter, c'est la plateforme dont vous a parlé Corinne, PSFP+, donc qui est une plateforme en ligne à disposition des familles qui participent au programme, mais aussi à disposition des professionnels. Et puis, le confinement aidant, on a dû s'adapter et on essaye pour la première fois de proposer un programme à distance aux familles. Et donc, du coup, on s'appuie beaucoup sur cette plateforme PSFP+. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais sachez qu'on restera disponible pour faire part de ce qu'a donné cette expérimentation, comme toujours, sur un programme, alors j'aime pas le mot virtuel, parce qu'on est réellement en lien avec les familles, mais à distance. Et puis, très important, et en tout cas quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur, la formation de nos équipes. En fait, on a décidé, la commune a décidé de faire bénéficier à l'ensemble des personnels qui vont accueillir les enfants tout au long de leur journée, c'est-à-dire dans le cadre du périscolaire, à la cantine, et puis dans les accueils de loisirs, etc., à des formations sur les principes de l'éducation positive. Alors, adapté aux pratiques professionnelles, évidemment, hein, puisqu'on n'est pas dans le même cadre, avec des groupes d'enfants plus grands, etc. Mais l'idée étant d'harmoniser au maximum l'accueil entre les différentes structures et de bénéficier aussi d'outils pour les professionnels pour qu'ils soient un peu moins désemparés face à certaines situations, voire certains comportements d'enfants qu'ils auraient des difficultés à gérer sur le moment. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai oublié plein de choses, il y a plein de choses qui manquent, etc. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions. La première chose, c'est, Corinne en a parlé, c'est vrai que ça ne répond pas à la question lorsqu'on est sur une première implantation, mais
le bouche à oreille fonctionne très bien. Alors, en fait, je ne veux pas être... c'est difficile de vous donner des recettes. Je vais ordonner ma pensée, pardon. Parce que y a déjà les particularités des territoires, du public rencontré, etc. Pour vous donner vraiment notre exemple personnel, nous, on est hors territoire politique de la ville, hors territoire CUX, etc. Donc, on ne bénéficie pas de tout ça, mais on bénéficie d'un public qui est pour le coup très mixte. Et vous voyez, parfois, on va pouvoir implanter dans un quartier prioritaire et parfois avec un public qui sera différent. Et puis, de toute façon, même au sein de la commune, chaque année, le programme est très différent. La stratégie qu'on met en place, nous, et qui fonctionne, c'est de contacter par mail l'ensemble des parents concernés. Donc, via les écoles, on a le contact de l'ensemble des familles. Donc, on leur envoie un mail d'information. Et surtout, on va en fait à la rencontre des familles, on fait la sortie des écoles, si je peux me permettre l'expression. Et l'idée, c'est qu'on va à la rencontre des familles le plus possible, parce que s'il y a une règle que je peux retirer de mon expérience, c'est que 100% des familles qui ont participé au programme ont rencontré physiquement l'un des membres de l'équipe d'animation au préalable. Et parce qu'il y a quand même cette notion de j'ai besoin de savoir avec qui ça va se passer, qui me parle et puis comment. Enfin voilà. Et on montre bien, c'est déjà à ce moment-là qu'on est dans la posture qui va permettre de faciliter ça. Après, il y a tout ce qui est la facilitation matérielle. Donc évidemment, il faut que ce soit gratuit, mais ça, c'est pas forcément la chose la plus importante, mais ça participe à la facilité. Le système de garderie qui permet à l'ensemble de la famille de venir, même les enfants hors tranche d'âge sont pris en charge, là aussi gratuitement, et c'est intéressant. Et après, il existe quelques mots-clés en matière de communication qui peuvent être intéressants. Je sais que sur le 3-6 ans, par exemple, moi, quand je parle à une famille pour essayer de la convaincre, je lui dis toujours se faire obéir sans crier, crier moins. C'est toujours quelque chose qui donne envie. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Oui, peut-être savoir la gestion des colères, etc. Voilà. Essayer de mettre le doigt sur quel est le besoin du parent, quel est l'intérêt qu'il aurait à venir et proposer d'y répondre le mieux. Après, il faut rester capable pendant tout le long du programme d'être attentif aux besoins des gens et de s'adapter, de parfois sortir du sujet parce que c'est le moment où la question arrive, etc. J'espère avoir répondu à la question. Initialement, on partait sur 10 à 12 familles, mais en vrai, avec l'expérience, on a arrêté de compter en famille. Et donc, on compte en nombre d'enfants parce que, évidemment, avec les fratries, etc., parfois 12 familles, ça représente 9 enfants. Et puis, parfois, pas 9 enfants, pardon, mais parfois 12 familles, c'est 18. Voilà, le maximum qu'on ait eu, c'est 18 enfants. Et là, c'était vraiment compliqué. Donc, nous, on fait 14 enfants. Voilà. Si ça fait 8 familles, ça fait 8 familles, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est aussi un merci au CODES et puis à la commune, etc., de ne pas avoir de pression là-dessus. Voilà, on n'a pas de pression sur le nombre de familles qui doit être formées pour chaque session. L'idée, c'est vraiment que si à ce moment-là, on a 6 familles seulement qui peuvent participer, c'est pas grave, on le fera pour 6 familles. Mais en général, on n'a pas trop ces problématiques-là. On est plutôt à constituer des listes d'attente. Mais c'est 14 enfants, notre chiffre. Alors, pas du tout. C'est vrai que j'aurais pu vous exposer ça aussi. J'ai pas parlé de la composition de l'équipe. Donc non, il n'y a pas de psychologue dans l'équipe. Dans le cadre de mes autres missions, moi, je travaille avec des psychologues sur notamment une structure qu'on a mis en place sur la commune qui reçoit les familles. Mais enfin, c'est pas vraiment le sujet. Donc parfois, on peut avoir à les solliciter pour un complément d'information, mais nous, on n'est vraiment pas sur une démarche de thérapie ou de questionnement psychologique. Pour le dire de manière un peu triviale, en fait, on ne se demande pas beaucoup pourquoi, même si se poser la question du pourquoi, elle est intéressante, mais on se demande plutôt comment. Et nous, notre idée, c'est d'être dans le comment. Comment je vais faire la prochaine fois pour que ça n'arrive pas. C'était intéressant de savoir pourquoi c'est arrivé, mais c'est aussi très intéressant de se dire comment je vais gérer la prochaine fois, comment je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc du coup, pas de psychologue dans l'équipe. Notre équipe, elle est composée de 2 éducatrices de jeunes enfants,
d'une animatrice professionnelle qui travaille depuis une vingtaine d'années dans le cadre des accueils de loisirs. Moi, j'ai une formation initiale d'éducateur sportif, un peu d'expérience dans le champ de la prévention de la délinquance et donc du soutien à la parentalité depuis 2016. Et puis, on a une cinquième personne donc, qui est une maman issue du programme, et ça, on en est très fiers. C'est une maman qui a suivi l'une des premières éditions et qui a souhaité intégrer l'équipe d'animation et donc qui a été formée au même titre que chacun. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de pouvoir dire que voilà, les parents, lorsqu'on les forme à le faire, ils ont peut-être encore plus de crédibilité que nous pour proposer ces outils aux familles parce qu'ils les ont expérimentés à la maison, en vrai, et ils ont suivi ce parcours. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'équipe. Oui, alors on organise. C'est vrai que on n'est plus tellement nous dans cette problématique. C'est pour ça que notre exemple, il n'est pas toujours très probant pour les autres parce que nous, on a ce recul. Vous voyez, ces années d'implantation, etc. Ce qui n'est pas toujours très utile quand on veut implanter soi-même le programme. Donc c'est peut-être des choses qu'on fait moins nous, mais c'est un très bon outil d'organiser chaque année des réunions d'information pour lancer la campagne d'inscription au programme, où on invite des familles qui viennent partager leur expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé. En fait, quand on parle de bouche à oreille, c'est exactement ça. C'est des familles qui, au sein de l'école, vont diffuser, etc. On a aussi cette chance, c'est d'avoir eu, en tant que famille participante, des institutrices qui sont venues à titre personnel et qui ont pu parfois adapter leurs pratiques de classe ou parfois en discuter avec les parents, etc. Donc, en effet, le relais numéro un, c'est les familles qui participent au programme, ça c'est certain. Il y a une expérimentation, Corinne pourrait répondre mieux que moi. Je sais qu'une expérimentation est en cours en France, je crois en Bourgogne. Il existe aux États-Unis. En fait, si vous voulez, le programme SFP pourrait exister en 3 tailles, le 3-6, le 6-11 et pourquoi pas le 12-16. Le contenu pour les parents serait sensiblement le même. Évidemment, les outils vont changer. Hein. On ne fera pas le même jeu de l'enfant avec un 3-6 ans qu'avec un 12-15, évidemment. Mais il n'y a que le contenu pour les enfants qui pourrait changer. Donc, évidemment, on pourrait imaginer un programme pour les adolescents. Moi, je relance un petit clin d'œil à Corinne. La commune de Montsartou est candidate pour expérimenter un programme pour cette tranche d'âge. Mais je pense que ça demanderait un travail d'adaptation quand même très poussé parce qu'on n'est plus du tout là dans les mêmes logiques, dans les mêmes dynamiques aussi. Moi, je me questionne sur la participation des 16 ans, etc. Vous voyez, un enfant de 6 ans, bon, son papa ou sa maman l'emmène au programme. Au début, il n'a pas trop le choix. On essaye de faire en sorte qu'il ait envie de rester. Mais un adolescent, il est peut-être, voilà, ce sera peut-être plus difficile d'arriver à l'avoir en présence, etc. Mais on a envie d'essayer, en tout cas. Je suis tout à fait disponible et au contraire même volontaire pour partager, pour échanger, pour répondre aux questions, pour vous-même, pourquoi pas vous accompagner si dans votre commune vous avez envie d'implanter le programme, de vous faire part de nos astuces pour obtenir des financements, etc. Voilà. L'idée, nous, c'est de participer au maximum à la diffusion de ce programme auquel on croit beaucoup et qu'on a beaucoup de plaisir à mettre en place. Donc, vous pouvez diffuser mes coordonnées sans problème. Voilà, ou même passer via le CODES qui pourront également diffuser mes coordonnées. On est disponible pour ça.